C'est un véritable ovni que nous présentons cette fois en vidéo. L'album de coton, vin et autres étiquettes, aussi appelé recueil d'étiquettes commerciales, titre officieux puisqu'aucun titre ne figure dans le recueil. La bibliothèque en possède 4 de ce type, tous du fonds Juillard Engelmann, déposés à la bibliothèque en 1976 par des descendants directs des familles Engelmann-Thierry. Ces albums réunissent les archives et épreuves des ateliers Engelmann, mémoire des commandes reçues par divers clients, devenus aujourd'hui de précieux témoins d'un savoir-faire lithographique. 3 de ces albums sont numérisés et le 4e le sera après restauration. Nous avons choisi de nous focaliser sur le premier album, qui contient des vignettes commerciales et publicitaires. Les domaines sont variés et sont mêlés sur les pages, les vignettes sont colorées et travaillées, et les sujets sont parfois humoristiques. L'album est imposant et cumule les superlatifs. 32 cm sur 45, reliure entoilée, 114 planches servant de support à 1448 étiquettes de tailles variées. Ce type d'album nous offre un véritable témoignage de la vie d'une imprimerie lithographique au XIXe siècle. On ne peut évoquer la lithographie sans mettre en lumière un personnage clé, Godefroy Engelmann. Né à Mulhouse en 1788, il est le premier, en France, à avoir ouvert dès 1815 un atelier lithographique pérenne. Un deuxième atelier verra le jour à Paris l'année suivante. Il n'aura de cesse d'apporter des améliorations techniques à cet art né en Allemagne en 1796 et ira jusqu'à mettre au point la chromolithographie en 1837. C'est précisément la découverte de la lithographie et les améliorations techniques qui ont permis l'essor de l'usage des étiquettes commerciales. Ce marché des éphémères, appelé également travaux de ville, tels que les étiquettes, les factures, les mandats, les almanachs, les papiers à en-tête, offre un débouché important à un imprimeur lithographe. On les nomme éphémères car il s'agit de documents du quotidien n'ayant pas vocation à être conservés. Les imprimeurs ont tenu des albums leur permettant d'assurer le suivi de leur production. Malheureusement, ces archives ont souvent disparu, perdues, sinon détruites lors de déménagements ou de cessation d'activité. Ce n'est donc qu'une faible partie des innombrables étiquettes produites tout au long du XIXe siècle qui nous est parvenue. Tout cela rend notre recueil plus précieux encore. Les planches qui illustrent cette vidéo depuis le début proviennent de cet album. Les vignettes y sont juxtaposées sans classement. Maintenant, rassemblons les vignettes par domaine et plongeons dans l'art lithographique publicitaire en zoomant sur quelques catégories. Une centaine de vignettes du recueil sont des publicités pour des papetiers, avec parfois des vignettes différentes pour un même professionnel, pour des encres spéciales, dont plusieurs dites indestructibles, pour des papiers résistants et sans poils, et plus de la moitié des étiquettes de cette catégorie sont des publicités pour des plumes métalliques. Ces étiquettes sont en majorité sur fond noir avec lettrage doré, ou inversement. Le produit y est parfois évoqué de manière explicite, parfois de façon plus imagée. Le textile occupe une large place dans le recueil, soit plus de 200 étiquettes, que ce soit sous forme de mode vestimentaire, comme ici, ou de matière brute. Pour la mode vestimentaire, on peut choisir entre bretelles, gants, parapluies ou parures emplumées. Bon nombre d'images de ce recueil se rapportent aux produits de l'industrie textile. Draps, indiennes, fils, toiles peintes ou tissus bruts comme de la dentelle, du mérinos, du lin. D'autres étiquettes vantent des manufactures, d'autres encore des commerçants qui vendent des pièces de tissu, mais aussi parfois des nouveautés. Le concept de nouveauté est intéressant car il est typique du XIXe siècle. Les magasins de nouveautés sont des boutiques vendant divers tissus qui changent régulièrement avec les saisons et avec les modes. Il est intéressant aussi de noter que même si la majorité des étiquettes promeuvent des entreprises françaises, un nombre non négligeable a pour sujet des manufactures ou produits étrangers, britanniques, espagnols, italiens. Comparé à d'autres catégories, il y a seulement une petite quarantaine d'étiquettes relatives à l'alimentation, hors publicité pour l'alcool. Beaucoup de produits venant de pays lointains figurent dans cet album, comme le thé, le café, le chocolat ou encore le sucre. Mais aussi une dizaine d'étiquettes vantant les mérites des pastilles de Vichy, ainsi que quelques autres pour un confiseur, pour de la limonade ou pour un commerçant néerlandais
de récipients en verre. Certaines vignettes ne disent pas clairement si les fruits qui y figurent sont à consommer nature ou sous forme alcoolisée, ce qui nous emmène à la catégorie alcool. C'est l'une des catégories les plus abondantes, puisqu'il y a plus de 200 vignettes. Ce commerce a apparemment été à l'origine de nombreuses commandes et a beaucoup suscité l'imagination des graphistes. Certaines étiquettes sont plutôt classiques, avec un graphisme végétal ou géométrique. La plupart sont nettement plus créatives, surtout dans le domaine du mousseux, qui fait la part belle au paysage au cœur de la vignette. Les quelques étiquettes d'eau-de-vie ou de spiritueux sont souvent chargées, parfois d'éléments peu en rapport avec le produit lui-même. Sur les étiquettes de liqueurs, on trouve souvent une allusion au produit d'origine ou au lieu de production. Cette dernière étiquette consiste même en un mode d'emploi d'une liqueur particulière. On l'imagine collée sur l'arrière de la bouteille. On trouve parfois, disséminées sur plusieurs pages, des séries d'étiquettes proposant une gamme de produits, construites sur le même schéma mais toutes différentes. Ainsi, la série Stock et compagnie vante les produits de ces domaines avec de belles vues des châteaux. Cette série-là, Wine of the Immortals, présente la même image centrale, avec une déclinaison de couleurs, ou l'arrière-plan qui disparaît, voire même une toute autre scène centrale. La série Odessa joue elle aussi sur les tonalités. À chaque type de vin, une couleur. Enfin, une série de 6 étiquettes non identifiées présente des liqueurs et digestifs domestiques, avec des animaux incarnant de petites scènes du quotidien. Mention spéciale pour conclure à la vignette préférée de certaines d'entre nous, le dromadaire transportant du champagne à travers le désert. N'en aurait-il pas lui aussi un peu abusé? Les liqueurs sont parfois envisagées thérapeutiquement et font la transition vers des étiquettes de produits pharmaceutiques et cosmétiques. L'hygiène corporelle est très importante au XIXe siècle. On retrouve tout particulièrement un vendeur et fabricant qui était très productif, le parfumeur A. Prévost, qui figure sur de très nombreuses étiquettes. Ces préoccupations hygiénistes rejoignent souvent un souci de mieux présenter. Les commerçants l'ont bien compris. Publicité de parfums, dont la célèbre eau de Cologne, ainsi que du parfum pour fumeurs, de blanchiment des dents, de rajeunissement, avec parfois des instructions sur l'usage du produit. Tout y passe pour avoir un aspect plus sain. Parfois, ces améliorations physiques débordent sur des produits médicamenteux qui répondent à de vrais problèmes de santé. Soins de la bouche, produits anti-scorbut, pansements, collyres. Certaines publicités ne lésinent pas sur les moyens graphiques. Enfin, certains produits mettent en avant leur origine lointaine, originale, composée principalement à partir d'animaux qui n'existent pas sous nos latitudes. Cela nous fait parfois grincer des dents aujourd'hui, mais devait être très vendeur à l'époque. Parlons couture. Cela peut sembler mineur, pourtant, à cette époque où le prêt-à-porter n'existe pas, les articles de couture, principalement des aiguilles, sont primordiaux. Ainsi, 150 vignettes se rattachent à cette catégorie. On apprend ainsi que les meilleures aiguilles sont anglaises, mais revendiquent leur côté français comme celles qui portent la marque aux parisiennes. Signe que tout ce qui se rattachait à Paris était signe indéniable de bon goût à cette époque. Et on constate enfin qu'il existe de très nombreuses sortes d'aiguilles, qui varient par leur dimension, par leur bout plus ou moins pointu. 74 vignettes sont moins publicitaires qu'utilitaires. Ce sont des tickets et des billets d'entrée. Cette série apporte un éclairage sur les mœurs et habitudes culturelles de l'époque. Tickets d'entrée pour les bains, pour les courses de chevaux, billets de théâtre ou programmes de concert, billets pour aller à la fête ou au bal, souvent masqués, voire travestis. On imagine la somptuosité de l'événement en voyant l'invitation. Certains hôtels commandaient également des étiquettes pour se faire de la publicité ou établir des documents comptables. Les vignettes de loterie montrent que c'était un loisir apparemment en vue au XIXe siècle.
Les vignettes permettant l'entrée aux expositions montrent également la tradition des grandes expositions internationales ou thématisées, comme l'exposition des produits de l'industrie française qui s'est tenue sur les Champs-Élysées en 1844. Enfin, de nombreuses autres étiquettes correspondent à des usages divers et variés. Livret de deuil, prix, reconnaissance de dette, brevet d'invention. L'image que ce recueil donne des bourgeois du XIXe siècle, capables financièrement de s'adonner à ses loisirs, ne serait pas complète sans les vignettes des grands magasins de Paris ou de province. Ces vignettes sont très souvent ornementées, voire même illustrées de vues des majestueux espaces de vente. Ainsi en est-il pour le grand magasin à la ville de Paris, aujourd'hui disparu. Un certain nombre de vignettes représentent des vues de monuments, utilisées à des fins touristiques, ou des projets de couverture de livres, de guides touristiques, ou des cartes à jouer. D'autres étiquettes font-elles la promotion de produits ou services différents? Maisons funéraires? Brevets? Commissionnaires? Étant donné la provenance de cet album, nous pouvons nous demander la proportion d'étiquettes vantant des industries ou des produits alsaciens. Eh bien, il y en a relativement peu, seulement une vingtaine. Sur 140 étiquettes relatives à des manufactures partout dans le monde, on retrouve ici et là des noms bien connus d'industries mulhousiennes ou alsaciennes, comme DMC, Gros Audier, Hofer. L'occasion de voir le succès national de ces entreprises, qui disposent de succursales à Paris, comme DMC, mais aussi la mention des Indiennes d'Alsace. Ces 1448 étiquettes commerciales réunies en un volume de 144 pages offrent un passionnant témoignage des mœurs et usages du XIXe siècle ainsi que des débuts de l'art publicitaire. Cet album nous fait également voyager dans des contrées exotiques au gré des échanges commerciaux. Opiat de Ceylan, bec de plume anglais, aiguille anglaise destinée aux femmes françaises, cachemire d'Écosse, satin français, savon de Naples, épine irlandaise, rhum de la Jamaïque, fil royal de la Compagnie des Indes. Certaines conservent une part de mystère. Ce sont sans doute des vignettes plus utilitaires que publicitaires, mais elles n'en sont pas moins remarquables.